c'est assez intéressant de voir la relation que les jeunes ont avec l'écran, enfin les jeunes et les moins jeunes. Hein. Donc en fait, il y a des phénomènes de plaisir et d'attachement et de reconnaissance qui sont très, très forts dans tout ce qui est la composante des réseaux sociaux. Et il y a aussi la volonté, l'ambition d'être vu, d'être reconnu, d'être identifié. Et puis à un moment donné, la peur ou la crainte d'être suivi. Et donc il y a des interactions entre ces différents phénomènes qui font beaucoup réfléchir à ce que signifie avoir une sociabilité numérique, avoir une identité numérique et avoir une liberté numérique. Et donc le sujet qui est traité pose question sur l'ensemble de ces volets-là et c'est assez interpellant effectivement. Ce mélange entre le réel et le virtuel, ces interactions, la notion de surveillance et d'identification des personnes, le fait aussi de ne pas être conscient des personnes avec qui on interagit et des informations qu'on a de vous, que vous laissez de façon consciente ou inconsciente. Donc je dirais que ça pose des questions qui retiennent l'attention. Eh ben, on va creuser un peu ces questions-là. On avait une question d'un jeune qui demandait « Pouvons-nous faire confiance aux entreprises qui gèrent nos données ?» Alors oui et non. Donc en fait, le nouveau règlement qui est entré en vigueur la semaine passée, le fameux RGPD, Règlement général de protection des données, est quelque chose qui va tout à fait dans le bon sens. Et donc l'État belge, l'Europe ont vraiment conscience de l'importance des données qui sont une valeur. Donc c'est l'or noir, les données. Les big data, c'est le nouvel or noir. Quand on voit les fortunes amassées par ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, ce sont à l'échelle de plusieurs milliards de dollars. Et leur seule source de revenus, leur moteur, c'est l'exploitation de nos données. Et donc, cette nouvelle industrie, cette économie du numérique, rapporte des sommes colossales à des sociétés à qui on ne peut pas faire confiance. Car clairement, et Facebook est en procès avec l'État belge, par exemple. Il faut savoir que Facebook ne reconnaît pas le gouvernement belge comme un interlocuteur valable. Et donc, il refuse les jugements réalisés par les tribunaux belges, en invoquant le fait qu'ils sont une société de droit américaine et que leur hub européen est en Irlande. Et donc ils ont été souvent condamnés pour non-respect de la vie privée et non-respect des données personnelles, tout comme Google a été condamné parce qu'on s'aperçoit qu'il privilégie ses propres outils, par exemple, dans les comparateurs de prix. Et donc, peut-on faire confiance à ces sociétés pour la protection de nos données? Non, nos données sont leur business. Et donc leur but est d'en avoir le plus possible gratuitement pour pouvoir faire du profilage et du ciblage commercial et vendre de la publicité. Et donc toutes les actions de respect de la vie privée de ces sociétés se font dans un rapport de force, par injonction, par les commissions de vie privée des différents pays européens et par le RGPD. Alors peut-on faire confiance à l'État pour la protection de nos données? Oui et non. Oui, d'ailleurs il y avait une question, on entend dire des grosses entreprises qu'elles ne confieront pas certaines données aux États. Mais au fond, ne serait-ce pas l'État qui serait meilleur garant de la vie privée? Oui, absolument, et c'est le cas. Donc il faut voir à deux niveaux. Donc oui, c'est l'État qui est et doit être le garant des données privées. Si on privatise ça, c'est la fin de tout, puisque la privatisation, c'est l'utilisation des données à des fins commerciales, c'est déjà le cas. Et donc on voit clairement avec Google, on voit clairement avec Facebook, qu'elles sont souvent borderline, et parfois un peu plus que borderline, et qu'elles accumulent bien plus de données que nécessaire. C'est leur gagne-pain. Ça, c'est légal, on est pour, on est contre. Moi, je suis contre. Il y a d'autres réseaux qui permettent d'avoir les mêmes bénéfices de partage, d'interaction, mais qui sont respectueux de la vie privée. Il y a des associations en Belgique comme Abeli ou la NURPA qui militent pour défendre et pour la promotion des logiciels libres et pour le respect du droit des internautes. Donc Abeli, chaque année, l'association belge de défense et de promotion du logiciel libre, ils organisent des formations et des sensibilisations pour montrer qu'on peut avoir la même chose tout en étant respecté. Mais par-delà là, l'État a une responsabilité, et il le fait,
à nous garantir une protection des données. Et le RGPD européen, qui est d'application Belgique, va dans ce sens. Donc à ce niveau-là, c'est bien. En parallèle, et ça, je reviens peut-être au premier sujet, avec les projets de loi limite liberticide, l'État qui est en cours actuellement et certains partis de droite et la NPA, pour ne pas la citer, prennent des mesures qui sont contraires aux biens des personnes, limitent les libertés pour des raisons sécuritaires et pour des raisons communautaires, et sur le champ Internet, c'est également le cas. Et donc cette déviance-là, effectivement, doit être prise en compte. Mais là, on rentre sur le champ politique, du choix de projet de société qu'on a, des mesures et du rapport entre le droit à la sécurité face aux menaces terroristes et le fait que la vie privée de la personne doit être respectée. Donc voilà, c'est un double champ. Donc oui, pour la partie, je dirais, respect de la loi actuelle des données sensibles et des données personnelles, non, ou un grand questionnement sur la limitation et la surveillance, cyber-surveillance ou surveillance des citoyens sous le prétexte de la sécurité et des lois antiterroristes. Et là, il y a quand même des questionnements qui se posent sur la conservation de nos données par l'État qui pose question. Alors, est-ce que le public qui alimente les réseaux sociaux et l'espace numérique avec des données personnelles, est-ce qu'il a vraiment conscience des objectifs réellement poursuivis par ces grands groupes? Comment ils exploitent les données? À qui ils les vendent? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette conscience-là? J'ai un avis mitigé. Donc je pense que beaucoup de personnes s'en moquent et ne voient pas le danger ou le risque. Et où serait-il? Où est-il le danger? Il est à plusieurs niveaux. Donc Bernard Stiegler dit que nous sommes des fourmis numériques et comme les fourmis, les traces qu'on fait sont des phéromones qui permettent de nous tracer et de nous construire dans des profils qui sont vendus à notre insu. Alors la première chose, le premier danger, c'est le fait d'être considéré comme un objet, comme un produit, d'être instrumentalisé. On guide notre conscience, on anticipe nos désirs. Le moteur de recherche Google, vous tapez un mot et il vous donne 6 suggestions. Amazon, quand vous allez dans son espace, il va vous montrer des livres que vous ne connaissez pas et que vous allez peut-être acheter. Donc c'est séduisant d'une certaine partie, mais c'est questionnant quant au fait qu'on court-circuite notre pouvoir d'action et qu'on est manipulé, guidé, conseillé, encadré. On appelle ça les bulles de filtre et on se retrouve dans des choses qui ne nous conviennent, dont on essaye de savoir exactement ce qu'on aime. Et pour nous vendre, on va essayer de nous proposer ce qu'on aime. On s'inspire des gens qui nous ressemblent dans leur comportement numérique et dans la mesure où eux consomment, ils vont nous proposer les mêmes choses. Et donc on se trouve enfermé tout doucement dans les mêmes livres, les mêmes produits de films, les mêmes musiques, et donc on ne fait plus que se bégayer. Donc ça c'est déjà un risque au niveau culturel d'appauvrissement et de pensée unique, puisqu'on n'est plus jamais confronté à l'autre, à l'altérité, au débat. Ça c'est un premier risque. Un risque pour soi d'enfermement, de pauvreté culturelle, mais aussi peut-être à un moment donné au niveau politique de communautarisme. Donc ça c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est le fait d'être manipulé, c'est-à-dire de laisser des traces qui vont pouvoir être utilisées contre vous. Donc il y a pas mal de sites en France qui font des jeux de rôle intéressants sur des photos, des profils, des vidéos que vous laissez traîner ça et là, et qui à un moment donné, lorsque vous cherchez un boulot, vont pouvoir être utilisés contre vous. Donc quand on tape votre nom, on peut retrouver des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement en votre faveur. Et donc il y a des initiatives comme le droit à l'oubli notamment, qui commencent à se mettre en place pour protéger son identité numérique. Mais le fait de s'en moquer en se disant, mais de toute façon, au contraire, moi j'aime bien qu'on parle de moi, j'aime bien qu'on voit mes vidéos, ça peut parfois être joué en votre défaveur à certains moments de votre vie, professionnelle ou sentimentale. Donc voilà le deuxième danger, je dirais. Alors pour répondre à votre question, il y a quand même un manque d'informations peut-être sur la proportion de ce que ces géants font de vos données et sur la manipulation en grande ampleur qui est en cours pour vous faire acheter des choses. Et avec l'Internet des objets, on va de plus en plus loin. Il y a quand même l'Internet des objets, c'est aussi rentrer dans votre corps, c'est connaître votre état de santé. Et donc on voit par exemple dans des pays du Nord des réflexions ou des projets de loi là sur le coup, ou de propositions commerciales d'assurance qui vont vous fournir des réductions
sous réserve que vous fassiez preuve d'une hygiène de vie qui va être contrôlée par les objets connectés. Mais à partir de ce moment-là aussi, vous pouvez avoir des tarifs différents, des modes d'hospitalisation différents, et donc on arrive sur des dérives très très importantes au niveau du droit à la santé, du droit à la culture, de l'égalité. Et donc là, c'est un risque qui arrive et dont ça peu de personnes sont au courant ou conscientes. Donc je dirais que c'est un double cas. Il y a à la fois peut-être un manque de prise de conscience de l'ampleur du phénomène et aussi peut-être une indifférence sur les risques encourus qui après, quand ça arrive, c'est un peu trop tard, quoi. Au fond, est-ce que ça représente un danger pour le public, comme vous le dites mais ça pose aussi une question d'ordre éthique ou moral. Absolument. Et, il faut savoir qu'on est dans une société démocratique qui doit garantir, encore une fois, l'égalité aux droits économiques, au droit au logement, au droit culturel, au droit à la santé, au droit au savoir. Cette utilisation des données qui vous touchent remet en cause certains de ces droits fondamentaux dans le fait qu'on vous formate vos consommations, qu'on vous formate vos loisirs, qu'on est en train, enfin que ces systèmes de manière algorithmique calculent pour vous, pensent pour vous et à la limite achètent pour vous avec une seule logique commerciale. Et donc là, il y a vraiment un grand questionnement par rapport à la culture alternative, à la recommandation culturelle, aux initiatives locales. Donc tout ce qui est l'écosystème de notre société, tout ce qui concerne le vivre ensemble est remis en cause dans un formatage commercial. Et là, il y a quelque chose d'important. D'autant plus que des alternatives existent et qu'on peut encore une fois avoir les mêmes bénéfices du numérique, mais sans être utilisé comme un objet, manipulé, fiché, profilé à des fins commerciales. Et donc c'est tout le mouvement du libre, et encore une fois, c'est tout l'intérêt d'actions comme l'ASBL Abélé en Belgique ou l'association NURPA, qui disent justement, attendez, là, le numérique, c'est pas ça. Il existe le logiciel libre, il existe l'Internet libre, il y a des libertés numériques et on doit les défendre. Sachant qu'on dépasse le numérique, on arrive avec cette pression du profilage, on arrive dans la vie réelle, dans les magasins, dans la circulation, les voitures autonomes. Enfin, il y a des grands questionnements sur notre égalité, notre indépendance et notre autonomie par rapport à des mouvements qui voudraient formater nos désirs, nos pensées, notre culture et notre consommation. Donc vous nous dites qu'il est possible de se créer une identité numérique, d'être actif sur le web, sans passer par les grands groupes Absolument. Qui dominent le marché. Encore une fois, donc, une association comme Framasoft a fait une campagne tout à fait rigolote dégooglisons Internet. Et donc, à chaque produit commercial capitaliste qui pille vos données, existe des alternatives libres qui offrent les mêmes services, facilités et qui respectent la loi. Donc, Framasphère, Framadate, Framacalc, GIMP, toute solution, tout réseau social, toute application a une traduction libre, respectueuse de vos données. Donc il suffit de l'utiliser, de se fédérer, d'y aller. C'est aussi le sens de l'action du CESEP, qui a cofondé Abeli avec le BXLUC, l'association bruxelloise des utilisateurs de Linux, parce qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Et il y a une vraie importance de l'égalité numérique, de l'inclusion numérique. Et quelque part, au-delà, le numérique déborde sur la vie réelle. Maintenant, la plupart des services, y compris les services publics, sont digitalisés. Et donc, il y a un enjeu majeur à défendre les libertés numériques et donc l'univers du libre. Alors, on avait une question précise d'un jeune qui demandait jusqu'où protéger nos données privées, infos diffusées via Internet. Alors, on va prendre un spécialiste, hein, peut-être pour conclure, Bart Preneel, qui est un cryptologue de réputation mondiale et qui travaille à la KUL, Catholic University de Van Leuven. Et donc, il faut savoir que chaque année, il y a un colloque qui s'appelle la cybersécurité, et Bart Preneel, donc, il prend la parole. Donc, c'est quand même une sommité. Hein, et donc, lui, son schéma, et je le partage, est de dire, donc il prend un smartphone et il le montre au public, et il dit, savez-vous que cette tablette, ou cet écran, à 32 fois la puissance, ou 34, la puissance de l'ordinateur qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune. Et la capacité de stockage est phénoménale. Et donc, on parle beaucoup du cloud, c'est un concept marketing. Le cloud, ce sont des ordinateurs interconnectés. Et donc, toute la vérité passe par le cloud. Foutaise, dit-il, et je partage son avis. Nous avons la capacité
de rapatrier, de stocker nos données sur des périphériques mobiles comme notre smartphone ou notre ordinateur. Techniquement, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune raison de confier au cloud, à des sociétés dont on ne connaît pas la teneur, publique ou privée, la gestion de nos données. Mettons-les, stockons-les sur ces périphériques, gardons notre indépendance, et lorsqu'on doit aller dans le cloud, c'est-à-dire lorsqu'on doit remplir une déclaration, c'est-à-dire lorsqu'on doit jouer, c'est-à-dire lorsqu'on doit communiquer, cryptons l'information. Et lui va plus loin. Nous sommes en train d'être phagocytés par les États-Unis. Quand on voit qui dirige les États-Unis, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle. On est en train d'être phagocytés par les géants du web. Si l'Europe veut, c'est lui qui parle, Bart Preneel, conserver une souveraineté numérique, elle doit absolument changer son fusil d'épaule, garder une indépendance et, c'est lui qui le dit, miser l'ensemble de son développement et de son infrastructure numérique sur les logiciels libres. C'est l'avenir. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'utilisation des données personnelles, elles peuvent être bénéfiques? Oui, bien sûr. Hein. Ah ben oui, le fait que Amazon me propose un livre que je ne connaissais pas et qui va me passionner est génial. J'ai une amie qui a eu dont le compagnon a eu un accident en France, près de Paris. Donc elle était prévenue à l'improviste puisque c'est un accident, et donc elle a pu trouver un gîte qui lui convenait parce qu'ils ont un grand chien, pas cher, tout près, avec des éléments qui lui conviennent dans son mode de vie. Elle a pu mettre en réseau l'ensemble de ses amis qui ont donné des coups de main ci et là. Tout ça, je me souviens, elle m'a dit, grâce à ça. C'est un outil extraordinaire. Le numérique offre des opportunités, un accès à la culture sans pareil. C'est indispensable. C'est une merveilleuse bibliothèque et c'est un réservoir d'interaction, mais pas à n'importe quel prix. Alors, est-ce que le fait que tant de données circulent dans tous sens et qui concernent autant de gens aurait une plus-value? C'est un peu dans le même ordre d'idée. Oui, c'est leur noir. Hein. Les données sont... il y a eu la sidérurgie, il y a eu le pétrole. Les données, c'est l'industrie du XXIe siècle. Et donc, les données ont une valeur colossale dans une société de l'information, tant au niveau de la santé, que de la culture, que de la communication. Les données jouent un rôle fondamental. C'est l'or noir du XXIe siècle. Et donc, tout est à inventer pour les utiliser de manière démocratique. C'est l'enjeu. Ok, alors on avait plus une question d'une jeune par rapport à ce qui se passait dans l'épisode. Qui se demandait comment se fait-il que les personnes qui ne sont pas amies avec nous sur les réseaux sociaux peuvent avoir tout de même accès à différentes infos qui nous concernent. Ah oui, c'est technique. Et ça, par les pressions qu'il y a eu sur Facebook, si on prend son cas-là, c'est tout à fait maintenant possible d'en prendre le contrôle. Donc, il faut bien comprendre, il faut rentrer dans la logique d'une société comme Facebook. De facto, son intérêt donc, est de collecter un maximum de données. Donc, de facto, quand vous rentrez dans le réseau social Facebook, vous signez un accord comme quoi vous donnez toute la propriété à Facebook. Hein, ça, vous le faites. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Par contre, vous avez plein de paramètres de réglage et de confidentialité qui permettent vraiment de choisir qui vous voit, qui vous lit, qui peut interagir, qui est votre ami. Et donc, actuellement, ce n'était pas le cas avant, vous avez en 1 à 2 heures de temps de formation ou d'information la possibilité d'avoir un contrôle total des données. Après, ça reste public. Et donc, vous pouvez vraiment tout à fait choisir actuellement qui va voir vos informations et qui ne va pas les voir. Et la plupart, beaucoup quand même de personnes l'ignorent et ne sont pas conscientes de ce qu'elles laissent à disposition contre leur volonté. Elles pensent qu'il n'y a que leurs amis qui voient, ce n'est pas le cas par définition. Donc il y a des choses publiques, publiques tout le monde peut les voir. Mais donc maintenant on peut paramétrer ça avec les paramètres de confidentialité. C'est tout à fait faisable. Google a un tableau de bord très précis où vous pouvez enlever l'ensemble des éléments. Donc toutes ces sociétés vont respecter le RGPD qui est contraignant et donc actuellement les utilisateurs ont vraiment la main sur leur profil, la main sur leurs données, sur la partie contrôle. Hein. Après, il y a le reste. Et donc, voilà. Donc, il reste que ces sociétés veulent collecter un maximum de données. Et donc, on peut avoir le contrôle de son profil. Maintenant, c'est possible. Mais il faut le faire. Donc, il faut se former ou se renseigner. Et donc, c'est dans les paramètres. Maintenant, c'est tout à fait possible. Par défaut, tout est plus ou moins ouvert. Ça, il faut le savoir. Donc, voilà. Il faut être attentif à ça. Alors, une dernière question. Est-ce que les politiques des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple,
en matière de vie privée sont les mêmes partout dans le monde. Et si ce n'est pas le cas, et ça n'est apparemment pas le cas, qu'est-ce qui dicterait les politiques différentes en fonction d'où ils se trouvent dans le monde? C'est vraiment la question des systèmes politiques en place. Hein. Donc en Chine, par exemple, l'Internet est censuré. Et donc là, il y a un contrôle strict et total. Donc avec Baidu, qui est un moteur de recherche comme Google, je pense que Google n'est pas autorisé. Et donc les contenus sont contrôlés. Donc tous les contenus sont contrôlés. Voilà. Donc il faut faire État par État. En Europe, il y a la liberté d'expression qui n'est pas la même, qui n'a pas la même définition que celle des États-Unis, où on peut tenir des propos racistes sur les réseaux sociaux, puisque au nom de la liberté d'expression, on peut aller jusque-là. En Belgique et en Europe, ce n'est pas le cas. Et donc il y a aussi des choses qui sont interdites au niveau des propos racistes, xénophobes, qui sont interdits. Donc à ce niveau-là, il faut se référer à la loi. Donc l'Europe a un code, on a une constitution, la Belgique également, et donc il y a le droit à l'image, il y a la propriété intellectuelle, il y a le respect des données personnelles, l'interdiction d'utiliser les données sensibles. Tout ça est propre aux législations en cours. Donc l'explication, ça dépend de la loi qui est en cours dans le pays concerné. Et donc il faut se renseigner, mais ce n'est pas le cas, c'est pas la situation elle n'est pas identique du tout. Pays par pays, il faut vraiment voir un petit peu la Constitution et les droits qui sont accordés aux citoyens, y compris sur le volet numérique. Et la place de la Belgique et de l'Europe là-dedans, par rapport... Je vous dis, elle est en pointe, je trouve, au niveau du RGPD, ça va vraiment dans le bon sens. Alors c'est un peu économique, mais donc maintenant il y a des grosses tensions entre les États-Unis et l'Europe, hein, à tous les niveaux, et aussi au niveau commercial. Et donc il y a une volonté maintenant de l'Europe de prendre une partie du gâteau que les GAFAM s'octroient, puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Et donc c'est un peu Raptor, hein, donc il y a une équipe Facebook en Belgique qui fait quand même un chiffre d'affaires tout à fait appétissant, sans un euro reversé à l'État belge, donc aux citoyens. Et donc là, il y a une prise de conscience européenne de cette pression-là, de l'importance d'être dans le train du numérique. Et donc, il y a vraiment des actions comme le RGPD qui sont contraignantes au bénéfice des citoyens. Donc là, les choses sont en train de bouger de façon positive et l'Europe est, je dirais, en pointe dans le respect des données personnelles et dans le respect de la vie privée. Il faut l'acter, c'est quand même quelque chose qui est très actif. Et donc, les commissions vie privée des différents pays font du bon boulot. Et donc, il y a des choses tangibles comme le RGPD qu'il faut noter et acter. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles.